Bonjour à tous. Donc, je me le disais, Janie, je suis médecin délégué à la recherche au Centre scientifique de Monaco, où je mène donc des activités en lien avec la recherche clinique, mais surtout des activités de sensibilisation des professionnels de santé aux impacts de l'environnement. Et ce qui est peut-être le plus important, essayer de mettre l'argument santé au cœur des négociations internationales sur l'environnement et le climat. Et ça s'articule essentiellement autour de la thématique océan et santé humaine, qui est une thématique vaste, qui est très bien, dont l'étendue est très bien représentée par ce diagramme qui montre, sans rentrer trop dans les détails, en bleu les bénéfices pour la santé qu'apportent les océans, et en orange les risques qu'ils peuvent représenter. On voit très bien sur ce diagramme que les bénéfices et les risques sont tous liés entre eux. Et quand on parle de bénéfices ou de risques pour la santé, il faut distinguer les effets directs. Par exemple, bien évidemment, la source d'alimentation que représentent les océans, la protection du trait de côte, ça ce sont des bénéfices directs. Et des bénéfices plus indirects, ça va être par exemple les modèles biologiques qu'on peut retrouver grâce à l'étude des océans. Par exemple, les phénomènes allergiques. L'anaphylaxie a été découverte grâce à l'étude d'une méduse par Richer au cours d'une expédition océanographique montée par le prince Albert Ier, ce qui a valu à Richer un prix Nobel. Également, la biodiversité marine est une source de médicaments type anticancéreux ou antidouleurs. Donc ça, ce sont des bénéfices indirects. Et la même chose pour les risques, la montée du niveau de la mer. On a bien vu tout à l'heure, on a évoqué les dommages que ça peut créer, donc des dommages directs, des victimes, des déplacements de population, des bénéfices, des risques indirects. Ça va être l'eau de mer qui va rentrer dans les nappes phréatiques, donc la teneur en sel de l'eau va monter avec des effets cardiovasculaires, et de l'eau salée va également rentrer dans les terres arables, ce qui baisse le rendement agricole des champs. Et donc ces risques et ces bénéfices sont tous impactés par la triple menace que représente le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité, avec pour les risques une augmentation de fréquence et de durée des épisodes, une intensité qui augmente et une distribution géographique qui s'étend avec des zones qui sont maintenant qui sont touchées qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc la pollution des océans, les océans sont menacés par tous les déchets qui s'y retrouvent à cause soit essentiellement des activités humaines, et donc voilà. Donc pollution, c'est un phénomène complexe, répandu et qui s'aggrave. Quelque chose qui est assez simple à savoir, c'est que 80% d'origine de la pollution est d'origine terrestre, et ça provient des activités humaines. Et comme on l'a vu ce matin, ça affecte de manière disproportionnée les pays les moins responsables et les communautés et les populations les plus vulnérables. Et donc la pollution des océans, de quoi c'est composé? C'est composé essentiellement de déchets plastiques, c'est le sommet de l'iceberg, c'est ce qui est visible, des particules plastiques qu'on retrouve maintenant chez plus de 1200 espèces marines et chez l'homme. Il y a beaucoup de compartiments de l'organisme et d'organes dans lesquels on retrouve des matières plastiques. Et là encore, des impacts directs sur l'environnement. On a tous vu ces images de mammifères ou de poissons étranglés par des macrodéchets, mais également des impacts indirects qui sont liés à la capacité des matières plastiques de relarguer les additifs dont ils sont composés et d'absorber également d'autres produits chimiques ou des bactéries. Et donc il y a des effets indirects sur la santé des organismes marins et des humains. La pollution marine, c'est également composé d'hydrocarbures, donc soit qui viennent d'accidents pétroliers, soit de fuites chroniques sur des oléoducs ou des navires qui sont au fond des eaux. Donc ça affecte la faune et la flore marine,
Les populations qui sont essentiellement exposées sont les populations qui travaillent dans les filières pétrolières, mais également les nettoyeurs des plages quand il y a des accidents, avec des effets essentiellement à long terme pour les expositions longues, avec des effets cancérigènes. Un autre composant de la pollution des océans, c'est le mercure, hein, qui provient de la combustion du charbon et des mines artisanales, des mines d'or artisanales. Les humains sont exposés, enfin, donc c'est quelque chose qui s'accumule dans la chaîne alimentaire, hein, à partir des micro-organismes marins et qui sont mangés par des poissons de plus en plus gros. Donc il y a une accumulation, une bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, et donc les humains sont exposés par la consommation des poissons prédateurs, hein, ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, et par les mammifères marins, comme par exemple les baleines dans les îles nordiques. Le mercure, ça entraîne de façon très nette, avec un effet dose, avec une courbe dose-effet parfaitement établie, ça entraîne des troubles du neurodéveloppement chez les enfants dont les mères ont consommé du poisson contenant du mercure. Et l'adulte n'est pas épargné, avec des risques de démence et de risques cardiovasculaires. Pour compléter ce cocktail, il y a les produits chimiques, bien évidemment, qui, là encore, essentiel à leur origine, c'est l'origine terrestre, hein, avec là encore des phénomènes de bioaccumulation au sein des organismes, des polluants persistants. Donc à la fois ils s'accumulent dans les organismes, mais ils sont également persistants dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on retrouve encore, par exemple, des retardateurs de flammes bromées qui sont interdits depuis longtemps, mais qu'on retrouve encore. Donc, et également un composé qui est peut-être une des pires inventions de l'humanité, qu'on appelle les PFAS, les composés paires et polyfluorés. C'est essentiellement ce qu'on appelait le téflon, hein, par exemple, tout ce qui est en gros des produits imperméabilisants qu'on va retrouver dans les ustensiles de cuisine, dans les traitements des tissus. C'est également un très bon exemple des effets sur la santé des produits chimiques, hein. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais la plupart du temps, ils ont des effets multiples, hein, donc ils peuvent être cancérigènes, perturbateurs endocriniens, donc qui perturbent le métabolisme des hormones qui régulent les grandes fonctions de l'organisme, à la fois dans le neurodéveloppement, mais les régulations du métabolisme, type métabolisme lipidique et métabolisme cardiovasculaire et les activités cardiovasculaires. Ça entraîne également de la baisse de la fertilité, hein, les PFAS, les phtalates sont impliqués là-dedans, également une baisse de l'immunité. Les personnes qui ont un taux de PFAS important, on s'est rendu compte que les vaccins étaient beaucoup moins efficaces chez eux. Et le dernier élément qui compose ce qu'on a appelé dans un rapport dont je parlerai peut-être un peu plus tard, le pollution berg, hein, cet iceberg de pollution, ce sont les éléments nutritifs, donc les nutriments azotés et phosphorés qui proviennent essentiellement des engrais utilisés par les professionnels, mais pas uniquement, hein, les espaces verts, les produits, les engrais utilisés par les particuliers, quand il y a des phénomènes de ruissellement, se retrouvent dans les rivières, puis après dans les zones côtières. Vous avez également comme élément nutritif les excréments du bétail et les eaux usées quand elles sont peu ou mal traitées. Ces phénomènes entraînent ce qu'on appelle une eutrophisation de l'eau de mer, donc un milieu marin qui devient très riche, trop riche, et qui devient le substrat idéal pour le développement des micro-organismes, donc des bactéries et des algues. Donc les macro-algues, hein, comme les algues vertes, les sargasses, les micro-algues, dont je ne parlerai pas, parce que Marie-Yasmine est une spécialiste internationalement reconnue des micro-algues toxiques, elle nous en parlera après. Mais les algues vertes et les sargasses, par exemple, ne sont pas... Les algues vertes ou les sargasses ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, c'est leur accumulation sur les plages et leur dégradation qui émettent des gaz de type sulfure d'hydrogène et ammoniac qui, eux, provoquent des effets cardiovasculaires parfois sévères, mais qui ont également des impacts socio-économiques importants, de par le coût engendré par le nettoyage de ces plages,
l'arrêt des activités touristiques ou les activités de pêche, mais également des impacts indirects sur les populations avec leur habitation qui sont dégradées par l'hydrogène sulfuré, les murs et les équipements électroniques. Donc ça a des coûts pour les populations importants. Donc la pollution des océans, parce qu'on vit avec une mer Méditerranée qui est très agréable, mais la pollution des océans, en fait, c'est ça. C'est des populations qui vivent en Asie du Sud-Est avec une pollution plastique. C'est ça dont on parle, la pollution plastique, avec des matières plastiques, des déchets à perte de vue comme ça. C'est également à gauche des produits chimiques qui se déversent ou des marées noires. Et ce que on voit peut-être pas bien ici, donc vous voyez un poisson avec ses petites perles. En fait, ce ne sont pas des perles. Ça provient d'un bateau qui porte mal son nom, qui s'appelle le Express Pearl, justement. Ce cargo qui s'est échoué et qui a brûlé au large de l'Indonésie, pays qui est déjà, comme on le voit là-haut, très impacté par les déchets plastiques, donc qui contient des millions de granulés. Ce sont ces granulés qui sont les éléments constitutifs de toutes les matières plastiques qu'on utilise au quotidien. Donc c'est fabriqué à partir du pétrole. Et après, on obtient ces pellets, ces petits granulés, qui ont donc pullulent maintenant sur les plages et au sein des organismes marins dans cette région. Mais ça ne veut pas dire qu'on est épargné en Méditerranée, parce que elle est fermée, même si elle n'est pas encore fermée par un barrage à Gibraltar. La Méditerranée, c'est une mer fermée avec des zones côtières extrêmement denses, avec à la fois des habitations, des usines, donc des usines chimiques, et une activité qui varie pendant l'été, avec une densité de population qui augmente encore, avec pendant l'été plus de 200 millions de touristes, ce qui représente un surcroît de déchets marins de 40%, avec aussi certaines régions en Méditerranée où la gestion des déchets n'est pas bonne, avec un tiers seulement des déchets plastiques qui sont recyclés, donc sur les 27 millions de tonnes produites par an, enfin pas produites plutôt, qui se retrouvent dans la Méditerranée. Donc voilà, ce qu'on appelle le piège plastique. Et pour reparler un petit peu du changement climatique, tous les événements météorologiques extrêmes qui sont en augmentation, donc comme je disais, d'intensité, de fréquence et de durée de ces épisodes, ils ont un impact sur la pollution dans les zones côtières et fluviales, puisqu'ils entraînent un afflux de polluants. En bas, vous voyez les inondations en Émilie-Romagne, en Italie, en 2022, avec donc les dégâts que ça représente. Et à droite, une vue satellite de cette même région, avec les polluants et les sédiments qui se retrouvent dans l'eau de mer. Mais ça menace également l'érosion, la hausse du niveau de la mer, ça menace également les décharges qui étaient soit sauvages, soit historiques et qui ont été certaines oubliées, installées en bord de plage ou dans les zones côtières, avec ces déchets qui se retrouvent petit à petit dans les mers. La hausse de la température, ce que je disais tout à l'heure, la hausse de la température, cet afflux de nutriments, d'engrais et de déchets du bétail et les modifications de salinité de l'océan rendent des conditions extrêmement favorables pour les bactéries. Et donc ça leur permet, ça augmente leur croissance, leur virulence et leur adhésion aux matières plastiques qui se retrouvent, qui flottent au milieu. C'est également des conditions très favorables pour les efflorescences d'algues toxiques, mais Marie Despines le dira tout à l'heure. Et donc pour montrer une carte que Denis a présentée ce matin, donc là ce sont les conditions actuelles dans lesquelles le vibrio se développe facilement. Donc plus c'est foncé, plus il s'y développe intensément. Donc ça c'est sur le climat actuel d'il y a quelques années et un des scénarios du climat futur. C'est ça, donc on voit que les zones de développement possible du vibrio ont extrêmement augmenté. Elles sont plus étendues et plus intenses. Donc le vibrio, c'est par Haemolyticus, c'est un germe qui provoque des gastro-entérites. Donc on peut, quand on est en bonne santé, c'est un moment difficile. Les populations les plus fragiles
peuvent le vivre différemment, bien sûr. Mais il y a d'autres types de vibrios. Dans le golfe du Mexique, il y a un vibrio qui s'appelle vulnificus, qui lui, par contre, quand on se blesse dans ces eaux infestées, entraîne des plaies particulièrement délabrantes, avec des risques de choc septique parfois mortels, et surtout une nécessité très fréquente d'amputer les membres. Hein. Donc il y a des surfeurs qui perdent des membres dans cette région, non pas à cause des attaques de requins, mais à cause d'une attaque d'une simple petite bactérie. Très brièvement, pour parler un peu de science, donc ça c'est un des travaux d'une de nos équipes au centre scientifique qui montre qu'en Méditerranée, le Vibrio parémoeticus, donc vous avez les courbes de température, vous avez la croissance de la bactérie en fonction de la température, et à droite, donc à 21 degrés, à 27 et à 31 degrés, vous voyez que la bactérie se développe de plus en plus, et elle développe aussi des facteurs de virulence et d'adhésion plus importants, puisque à gauche, en conditions de température normale, et à droite, à 31 degrés, vous voyez les phénomènes d'agrégation des bactéries et de création du biofilm qui sont plus importantes. Alors, il y a un phénomène qui est en augmentation, qui est la somme de beaucoup de choses. Donc, présence de microbes dans l'eau de mer, enrichissement excessif du milieu, donc l'eutrophisation, le transport parfois sur de très longues distances des particules plastiques sur lesquelles ces microbes se sont agrégés, les conditions favorables de température et de salinité, et les rejets dans l'environnement mal contrôlés de bactéries à travers les eaux usées et de rejets d'antibiotiques utilisés par des rejets qui viennent des hôpitaux ou même des populations. Et donc ça crée un phénomène qui s'appelle la résistance aux antibiotiques. La pullulation microbienne font que certaines transfèrent à d'autres des gènes acquièrent ou transfèrent des gènes de résistance aux antibiotiques. Bactéries résistantes qui entrent ensuite dans la chaîne alimentaire et qui risquent de se retrouver chez l'homme. Et se retrouvent déjà. Il y a des études qui ont montré que le microbiote de population résidant dans les zones côtières avec des bactéries résistantes dans l'eau de mer, le microbiote de ces personnes se retrouve modifié et comporte ces gènes de résistance aux antibiotiques. Pour reparler un petit peu de pollution plastique, puisque c'est un de mes thèmes de recherche actuelle, donc la pollution plastique, voilà, c'est ça. En Indonésie, ces plages à perte de vue recouvertes de déchets, c'est granulé avec les poissons, des impacts sur le récif corallien. Donc là aussi, parfait exemple d'impact multiples. La destruction des corails branchiformes par les macroplastiques, ces récifs qui sont cassés. Le fait qu'ils soient recouverts par des matières plastiques opaques la photosynthèse au sein du corail va être perturbée et les coraux vont également absorber ce qu'ils vont prendre pour de la nourriture, des microplastiques, avec donc des effets des produits chimiques contenus qui vont perturber leur croissance. Et après, bien sûr, un organisme marin, un crabe pris dans un macrodéchet. Donc, très brièvement, je parlerai peu des effets sur la santé des matières plastiques, mais qui sont multiples, essentiellement dus aux additifs. Mais essentiellement, pour parler de pollution plastique, en fait, les problèmes des matières plastiques, ce n'est pas un problème de pollution, mais un problème de production. Avec, depuis les années 50, l'invention des matières plastiques, une production qui n'a fait qu'augmenter, qui augmente de façon dramatique, avec des projections... Voilà, 9 milliards de tonnes produites depuis 1950. Une production qui va doubler d'ici 2040 et tripler d'ici 2060, si rien n'est fait. Une production très énergivore, qui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, autant que le Brésil.
Et 35 à 40% de ces produits plastiques sont à usage unique, dont on recycle moins de 10%. Et des impacts sur l'environnement et des individus qui sont multiples, mais qui surtout surviennent dès la production des matières plastiques. Le plastique devient un danger pour l'environnement et pour les individus dès la production. On le voit avec ces microgranules que je vous ai montré tout à l'heure. Donc dès la production, pour les employés de ces filières plastiques, pour les résidents qui travaillent aux alentours de ces usines pétrochimiques et ces usines de transformation, et même au cours de leur usage. Vous avez sûrement eu une vieille souris d'ordinateur qui traînait au fond d'un tiroir, qu'on a oublié, et puis quand on la ressort, elle colle. Elle colle en fait parce que les additifs qui sont au sein du polymère de carbone suintent, et donc ce sont ces additifs qui ont des effets sur la santé. Alors, y a-t-il des solutions? Oui, il faut être optimiste, il y en a plein des solutions. Elles sont multiples. Elles passent d'abord par le droit international avec des conventions qui existent. La convention de Minamata sur le mercure, par exemple. Une prochaine convention, un traité international sur lequel je et nous portons beaucoup d'espoir, c'est le prochain traité contraignant sur les matières plastiques qui devrait plafonner la production mondiale. Les solutions, elles passent aussi par des réseaux de collaboration ou des plans d'action régionaux, comme par exemple ce qui existe en Méditerranée, Ramoge par exemple. Alors, il y a des solutions qui sont très globales, qui sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'abandonner le charbon au profit d'énergie propre, réduire les rejets agricoles des nutriments et interdire les plastiques à usage unique. Mais ces solutions, elles sont aussi individuelles, que ce soit par les associations, les entreprises, les travailleurs et surtout les usagers. On porte une part de responsabilité dans la pollution plastique à travers nos usages. La part majeure, elle est portée par les entreprises fabriquant les matières plastiques qui ont fait croire que le plastique ne coûtait pas cher. Il ne coûte pas cher parce que les dégâts sur l'environnement et les dégâts sur les populations, parce que tous les problèmes de santé que ça engendre ont un coût médico-économique. Ce coût n'est pas porté par les entreprises qui le fabriquent. Donc le coût des matières plastiques n'est pas réel. Ça passe également par la recherche, évidemment, sur les impacts, sur les techniques de dépollution et sur les nouveaux matériaux qui ne doivent pas être des fausses bonnes solutions. Par exemple, utiliser des terres arables pour produire du bioplastique, ce n'est pas une solution. Les terres arables sont faites pour produire des aliments et pas pour faire du plastique. Alors, quelles solutions sont nécessaires? Donc là, augmenter la régulation et la surveillance, réduire les intrants dans la mer, stopper les plastiques à usage unique. Ça permet de contrôler, de réduire et d'éviter la pollution plastique, avec des exemples qui marchent. Les opérations de nettoyage, comme par exemple la baie de Boston, ça fonctionne avec un retour sur investissement. Le coût de la dépollution est largement infime par rapport aux bénéfices que ça apporte, à la fois sur le bien-être des populations et sur les activités économiques qui en découlent. Réduire la pollution à la source, évidemment, avec une meilleure gestion des déchets et des eaux usées, en particulier dans les zones touristiques. Protéger les infrastructures de traitement de déchets et de traitement des eaux usées des effets du changement climatique et des événements climatiques extrêmes. Interdire le plastique à usage unique, je le répète volontairement. Plastique à usage unique avec des usages futiles. Il n'est pas question d'interdire le plastique à usage unique partout. Il y a des secteurs dans lesquels c'est absolument indispensable, le secteur médical bien sûr. Mais il faut travailler sur les usages. La prévention des effets de la pollution, avec un renforcement de la surveillance de la qualité des aliments et de l'eau, puisque les phénomènes de contamination sont plus fréquents. Il faut adapter les mécanismes de surveillance qui existent déjà. La qualité des eaux de baignade en France, par exemple, est largement surveillée, mais il faut adapter cette fréquence aux modifications climatiques.
Il faut surveiller les travailleurs qui sont exposés soit à la pollution, mais aussi les travailleurs du tourisme côtier, des filières touristiques côtières. Améliorer les systèmes de surveillance et d'alerte précoce. Il faut sensibiliser, informer et éduquer. Donc ça, c'est, par exemple, cette journée, on a le parfait exemple. Les professionnels de santé ont aussi un rôle pour éduquer les populations. Et un outil qui malgré ce qui a été dit ce matin, est pour moi un bon exemple et qui coche beaucoup de ces cases, ce sont les zones marines protégées. Et les zones marines... Ah oui, un dernier mot sur réduire la pollution à la source, parce que je ne pouvais pas ne pas parler du travail formidable que font les associations dans ces opérations de dépollution, qui ont des rôles de sensibilisation, bien sûr, mais aussi qui ont un rôle important, parce que tous ces déchets qui sont sur les plages, ils sont en gros un petit peu neufs, entre guillemets, c'est-à-dire que les additifs qui les composent ne sont pas encore en train de s'échapper, donc c'est bien de les sortir avant qu'ils n'atteignent le milieu marin. Et après, des solutions très simples, mais diablement efficaces, c'est de réduire les déchets à la source avec ces filets qui sont créés par une société locale que je présente maintenant assez souvent, qui s'appelle Polystock, mais je crois que quelqu'un de Polystock va intervenir après. Donc qui réduisent les déchets à la source avec ici un message informatif, ou alors ce type de filtre installé dans les zones industrielles pour retenir les hydrocarbures et retenir, vous voyez, il y a une sorte de petit entonnoir là qui retient les granulés plastiques pour éviter qu'ils ne finissent dans les égouts et après à terme dans les rivières et dans les mers. Donc pour conclure, si on veut éviter, il faut éviter ça, faire tout pour éviter ça, pour pouvoir continuer à profiter de ça. Et je vous remercie. Et très brièvement, juste vous montrer une image. Ah, ça y est, merci beaucoup, Angie. Donc, les images que vous avez vues sont extraites de ce rapport de la Commission de Monaco sur la pollution humaine, la santé humaine, la pollution des océans, publié dans la revue Annals of Global Health, avec le QR code pour lequel vous pouvez la télécharger. J'ai le plaisir dans la salle d'avoir deux des auteurs qui ont contribué à ce rapport, Marie-Yasmine Deschraoui-Bottin et Patrick Fénichel. Là. Et le dernier rapport que le CSM, donc ce premier rapport coordonné par le Centre scientifique de Monaco et le Boston College, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II. Ce rapport plus récent, toujours coordonné Centre scientifique de Monaco et Boston College, avec le soutien de la Fondation Minderoo. Donc c'est la commission Minderoo Monaco sur les plastiques et la santé humaine. Voilà, je vous remercie. Est-ce que ça paraît ? Oui, très bien. Donc, je m'appelle Marie-Yasmine Bottin, je suis professeure à l'Université Côte d'Azur. Et avant de faire ma présentation, je voudrais vraiment chaleureusement vous remercier de m'avoir invité à participer à cet événement. Donc, je travaille sur Val-Rose, mais je réside sur Sophia Antipolis. Donc, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a de l'action d'un point de vue scientifique et pour protéger l'environnement vers chez nous. Donc, je travaille sur les efflorescences d'algues nuisibles. De formation, je suis biochimiste, neurophysiologiste. Et j'ai, au fil des dizaines d'années, ça doit faire, bon, je ne vais pas dire combien d'années que je travaille sur le domaine, mais c'est un milieu qui est passionnant parce qu'en fait, on travaille au niveau de la molécule. Vous allez voir, au niveau microscopique, au niveau global. Cette approche requiert aussi des approches très transdisciplinaires. Et depuis très peu de temps maintenant aussi avec le CSM, j'en viens à interagir avec des économistes. Donc vous allez voir, c'est vraiment, voilà, c'est une problématique globale, transdisciplinaire. Et bon, j'espère que vous allez apprendre quelque chose pendant ces quelques diapositives. Alors le phytoplancton, vous le savez tous, sont des petits organismes microscopiques dits producteurs, c'est-à-dire qu'ils, à partir de lumière et de CO2, vont produire de l'oxygène et de la matière organique. Et c'est des notions qui sont importantes parce que si on regarde, on a beaucoup parlé de carbone ce matin, donc le phytoplancton, ça va permettre évidemment de capter le CO2 qu'on va pouvoir retrouver dans l'atmosphère, enfin, ou dans l'eau. Donc on dit que c'est des organismes qui vont contribuer dans la pompe biologique du carbone.
des organismes qui sont à la base des réseaux trophiques. Sans phytoplancton, il n'y a pas de pyramide des réseaux trophiques. Donc, à la base des ressources marines que l'on a, à la base de l'alimentation via les produits de la mer, sources d'énergie, loisirs, tourisme. On a une présentation ce matin sur les bénéfices, toujours très anthropocentrés, que l'être humain peut avoir et peut tirer de ces océans, de cet océan. Économie, santé, bien-être, etc. Donc c'est important pour moi de montrer tous ces côtés positifs du phytoplancton avant de passer dans la dark side de ces organismes, parce qu'il existe parmi les 5000 espèces ou plus de phytoplancton, on a à peu près 5% de ces espèces en fait, qui sont nuisibles, et vous allez voir par définition, encore une fois, très anthropocentré, nuisible, notre perception à nous en tant qu'êtres humains de nuisance. Et il y a à peu près 200 de ces espèces qui, en plus, ont cette capacité de produire des toxines. Et on va voir toxiques aussi très souvent pour l'être humain, mais aussi pour les organismes marins. Donc, par définition, ce terme d'efflorescence ou prolifération algale nuisible, en anglais Harmful Algal Bloom ou HAPS, donc c'est un acronyme qu'on utilise beaucoup, c'est un terme qui a été adopté par la Commission océanographique intergouvernementale, la COI, de l'UNESCO, et ça fait référence à la présence, vous allez voir, je vais vous les faire découvrir, de ces espèces nuisibles, on verra certaines toxiques, leur présence et cette perception de nuisance que l'on a, nous, en tant qu'êtres humains. Et vous allez voir que cette perception, en fait, elle évolue au cours du temps. Au départ, c'était très orienté sur le fait que nous, en tant qu'humains, on était intoxiqués en consommant des produits de la mer toxiques. Et maintenant, comme on a une approche de plus en plus One Health, on se préoccupe enfin des organismes marins et de l'environnement, mais on verra que cette notion de nuisance, elle a évolué, et aujourd'hui, elle va inclure aussi ces espèces qui peuvent être nuisibles aux organismes ou nuisibles à l'environnement. Et donc, vous avez ici des illustrations d'efflorescence algales, donc une efflorescence en milieu marin, milieu d'eau douce avec des cyanobactéries. Donc certaines sont de très grosse ampleur, on va appeler ça des efflorescences massives, donc on va parfois certaines pouvoir les voir depuis des images satellites. Et puis pour d'autres, par contre, elles sont invisibles à l'œil nu, on est obligé finalement d'aller prélever dans l'eau, d'observer en microscopie, on peut aller voir donc ces petites microalgues. Et dans les deux cas, on peut avoir des efflorescences nuisibles, c'est-à-dire que la présence de biomasse, une forte biomasse, n'est pas nécessaire pour avoir de la contamination des produits de la mer, pour avoir un effet nuisible sur l'environnement, les organismes marins ou la santé humaine. Alors ces phénomènes sont des phénomènes naturels, ça a toujours existé, ces efflorescences algales. Ce sont des organismes qui ne sont pas... On n'a pas finalement de responsabilité directe sur la présence, en tant qu'être humain, sur la présence de ces microalgues. Par contre, l'ampleur, la récurrence, le fait que ces efflorescences finalement se distribuent de façon géographique, il y a une évolution dans la distribution géographique, dans l'ampleur de ces événements, on peut y retrouver une origine humaine. Donc les facteurs responsables sont des facteurs souvent évidemment de base naturelle, donc on va avoir des facteurs océanographiques, la température, le pH, des paramètres biologiques, donc la présence d'organismes compétiteurs ou pas va faire que les microalgues vont proliférer de façon massive, des paramètres atmosphériques et parfois aussi donc on va avoir un forçage d'origine anthropogénique avec notamment donc, un apport en nutriments, on en a entendu parler à la présentation précédente. Donc ces apports de nutriments par les égouts, une exploitation des zones terrestres, apport d'engrais, etc., va faire qu'on va enrichir le milieu marin et en apportant de la nourriture dans ces zones côtières, finalement promouvoir des efflorescences de microalgues nuisibles. Les changements climatiques avec les changements, l'augmentation de température. On se rend compte aussi que l'acidification des océans va pouvoir avoir un impact non seulement sur la prolifération, mais aussi sur les quantités de toxines produites par ces microalgues. L'altération de la circulation de l'eau, évidemment, va avoir un impact. L'utilisation des espaces côtiers, la construction, les eaux de ballast, on en a entendu parler au cours de cette journée. Donc tout est lié finalement dans ces problèmes de pollution et de santé des océans. Alors ces microalgues, on les regroupe, parce qu'on essaie de les gérer, on les regroupe en trois
maintenant trois grosses familles. Ces microalgues qui sont à forte biomasse, donc c'est que l'on peut voir, donc, comme je vous le disais, parfois d'images satellites. On les appelle des algues tueuses, hein, on retrouve le terme qu'on a entendu ce matin, donc des fish killers en anglais. Et donc elles vont plutôt agir par phénomène mécanique. Il ne va pas y avoir nécessaire. Parfois, elles sont toxiques aussi, mais ça va plutôt être des dommages qui vont être causés, par exemple, sur les ouïes des poissons, etc. Donc, plutôt mécanique. On a ensuite tout le groupe des cyanobactéries, principalement problématiques en eau douce, mais pas seulement. On retrouve maintenant des espèces aussi dans les milieux côtiers. Et ces algues toxiques qui m'intéressent le plus, parce qu'elles produisent justement ces molécules chimiques, on va voir, qui sont très, très intéressantes à étudier. Donc ces microalgues toxiques, on peut les retrouver soit dans la colonne d'eau, donc c'est les premières qui ont été décrites, et il y a tout un autre groupe qu'on appelle des microalgues benthiques, où il va falloir vraiment aller dans l'eau pour pouvoir les observer. Donc capables de produire de puissantes toxines. Ces toxines, à notre grand malheur, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de goût, elles n'ont pas d'odeur, et surtout elles sont extrêmement stables à la cuisson, au séchage, à la congélation, etc. Donc, quand un produit de la mer est contaminé, eh bien, en fait, on ne le décontaminera pas par la cuisson ou par les traitements qu'on peut avoir en cuisine. Alors, quelques illustrations de prolifération d'algues nuisibles et des effets conséquents que ces microalgues peuvent avoir. Donc, vous avez ici un exemple au Chili, donc c'était en 2018 ou 2019, où il y a eu des 23 millions de saumons qui sont morts, avec un impact économique estimé à 800 millions de dollars. Donc on a vraiment des conséquences socio-économiques phénoménales. C'était la première fois que les efflorescences algales ont même été associées à des phénomènes sociétaux où la population s'est révoltée parce que, reprochant au gouvernement d'avoir peut-être mal géré cette problématique de microalgues. Donc voilà, des images impressionnantes liées dans ce cas-là à Coccolioidium polycricoides. Donc c'est une microalgue qui se voit on a pu voir ces efflorescences via des images satellitaires. Une des illustrations aussi de microalgues, cette fois-ci qu'on retrouve en eau douce essentiellement, donc de cyanobactéries, ou par exemple dans les lacs au niveau des États-Unis, c'est une problématique récurrente, annuelle, où on va voir, donc les lacs deviennent vraiment, c'est comme une soupe de petits pois, ou de pois cassés, je ne sais pas comment on peut dire, où les eaux deviennent dangereuses parce que ce sont des cyanobactéries qui sont toxiques, donc problématiques au niveau non seulement des animaux domestiques, mais aussi des vaches et autres animaux qui pourraient venir s'abreuvoir venir s'hydrater dans ces lacs. Et aussi problématique aussi parce que l'eau de consommation du robinet est produite à partir de dessalement et de traitement de ces algues, et donc il n'y a plus possibilité, l'eau ne devient plus consommable dans ces régions, et besoin, problématique plastique, donc d'acheter ces bouteilles en plastique en remplacement à l'eau du robinet. Et ensuite, les microalgues toxiques, alors toxiques, donc je vous disais, produisent des toxines qu'on va pouvoir retrouver dans différents compartiments au niveau des environnements, compartiments aquatiques quand les toxines sont solubilisées, dans tout ce qui est produit de la mer, si les toxines sont transmises le long de la chaîne trophique, et dans certains cas, on va même les retrouver dans les aérosols. Et donc, l'être humain peut être exposé via ces trois voies d'exposition, respiration, contact lors de baignade ou alors lors de l'ingestion de ces produits de la mer. Et alors là, on a toute une palanquée d'intoxications possibles, avec toutes pratiquement en commun des problèmes gastro-intestinaux. Donc au niveau du diagnostic, c'est très difficilement différenciable d'un produit de la mer qui a été mal conservé. Mais par contre, elles vont avoir des spécificités, des mécanismes d'action qui vont être particuliers suivant le type d'algue qui est incriminé. Et donc, on a donné un nom, en fait, en fonction du groupe de toxines qui est impliqué. Donc, il y a un syndrome qui est associé à un groupe de toxines. Et j'insiste sur ce mot groupe de toxines, parce qu'on n'a pas affaire à une seule molécule, mais un ensemble de métabolites qui vont être associés à certaines espèces d'algues. Donc, on va avoir des groupes de toxines, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple du groupe saxitoxine. Je vous donne cet exemple parce que c'est une toxine qui est létale, qu'on retrouve sur nos côtes.
et donc produite par, là j'ai donné l'exemple d'Alexandrium, mais il y a d'autres genres de microalgues qui peuvent produire cette toxine. Donc c'est une problématique qui est complexe, et donc le groupe saxitoxine, responsable par exemple d'intoxication paralysante par consommation de fruits de mer, va avoir donc induire ces problèmes gastro-intestinaux, des problèmes aussi de tingling, j'ai plus la traduction, mais bon, des picotements au niveau de la face, des lèvres, de la bouche, etc. Puis la saxitoxine, pour ceux qui ont fait un petit peu de biologie, bon, c'est une molécule qui bloque les canaux sodium voltage dépendants, qui sont essentiels dans la propagation du potentiel d'action. Et donc, on a affaire à une molécule qui va tout simplement conduire à un certain niveau, parce que c'est ce potentiel d'action qui est essentiel dans toutes nos fonctions, et notamment le fonctionnement du cœur. Et donc, ça peut conduire à tout simplement une paralysie cardiaque et à la mort dans certains cas. Il y a encore tous les ans des cas d'intoxication dans les pays où il n'y a pas de mesures de gestion qui sont mises en place. Donc, on a amnesic shellfish poisoning, donc c'est les intoxications amnésiantes, des toxines qui vont agir sur la mémoire, des toxines telles que l'ocadéique acide, responsables de syndrome diarrhéique, les brévétoxines responsables d'intoxication neurologique, les ciguatoxines qui aussi induisent des symptômes neurologiques similaires aux brévétoxines, les aspiracides, le groupe palytoxine qu'on retrouve aussi sur nos côtes tous les ans vers l'été. Là, ça ne va pas trop tarder, on devrait commencer à voir des cellules d'ostropsis qui vont commencer à pousser. Parfois, donc, on a des problèmes d'aérosols sur nos régions. Et donc, vous vous doutez bien que quand il y a des épisodes, on va avoir des conséquences qui vont être très, très diverses. Donc, ça peut aller tout simplement à une décoloration de l'eau, mauvaise odeur, mousse, donc des impacts éventuellement sur le tourisme, sur l'utilisation de ces zones récréationnelles qu'on va pour aller se baigner. Fermeture des centrales de dessalement, donc ça c'est un nouveau problème qui devient de plus en plus important, non seulement parce que les efflorescences sont de plus en plus récurrentes, mais surtout aussi parce qu'il y a de plus en plus de stations de dessalement dues au fait qu'il y a de moins en moins d'eau, dû au changement climatique. Donc, qui dit dans certains pays, comme les pays du Golfe, lorsque les centrales de dessalement sont bloquées parce qu'il y a une efflorescence, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus d'eau douce disponible. Et il y a une problématique aussi qui se pose d'évaluation du risque sanitaire dans le cas où les membranes osmotiques utilisées seraient poreuses et permettraient le passage de toxines dans l'eau de consommation. Donc tout ça, c'est des recherches qui sont en cours d'évaluation du risque sanitaire. Accumulation de biotoxines à des seuils qui vont être au-delà des seuils sanitaires et donc un risque d'intoxication. Accumulation de toxines, je viens de vous le dire, dans les eaux de boisson potentielles. Lorsque les coquillages sont contaminés dans les pays comme le nôtre, où il y a des mesures de gestion qui sont mises en œuvre, eh bien, lorsque les coquillages sont contaminés, il y a fermeture des zones aquacoles. Donc vous avez certainement, à un moment ou à un autre, entendu souvent, d'ailleurs, les producteurs ne sont pas contents parce que quand ça arrive au moment des fêtes et qu'on dit on ne peut plus vendre les coquillages parce qu'il y a de la saxitoxine, il y a donc fermeture des zones aquacoles et donc ces conséquences socio-économiques associées à ces fermetures, et pas que socio-économiques, on le verra. Fermeture des plages, les mortalités massives, je vous en ai parlé, et dans le cas où il n'y a pas de mesures de gestion mises en place, des intoxications qui peuvent être parfois mortelles dues à la consommation des produits de la mer contaminés. Donc des conséquences non seulement en contribution au fardeau global des maladies, le Global Burden Disease, donc ça va contribuer à ce fardeau, mais aussi un problème donc, de sécurité sanitaire des aliments, mais pas que sanitaire, aussi de ce qu'on appelle aussi d'accès à des aliments, parce que certains pays, que vous avez ici sur la carte, l'utilisation, la contribution des produits de la mer comme source de protéines au niveau global, donc c'est un rapport qui est publié tous les 2 ans ou tous les 4 ans par l'Agence nationale des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, où on peut voir que dans tous les points orange, ça veut dire que plus de 20% des protéines est d'origine de produits de la mer. Et dans certaines zones, c'est 100% des protéines qui proviennent des produits de la mer. Donc on parle d'une source de protéines, non seulement donc, qui est importante
lorsque ça représente 20% ou plus de cet apport de protéines, mais c'est aussi une source de calories et c'est surtout un aliment de qualité. Quand on mange du poisson, on a des oméga 3, du sélénium, donc il y a toute cette valeur nutritionnelle qui est importante et certaines îles sont obligées finalement de changer leur alimentation, de passer d'une nourriture qui devrait être saine par exemple du poulet surgelé qui serait importé de je ne sais où. Donc des conséquences, vous pouvez aussi l'imaginer, socioculturelles qui sont importantes parce que des pratiques alimentaires qui sont modifiées. Des conséquences économiques, donc maintenant on essaie de mettre avec le Centre scientifique de Monaco et Nathalie Ilmy et toute l'équipe avec qui elle travaille, d'essayer d'évaluer. On a aussi un étudiant en master, James, je ne sais pas s'il est encore là avec la lumière, je ne le vois pas, mais qui va travailler sur l'estimation justement du coût économique des effets sanitaires liés aux efflorescences algales. Et évidemment aussi l'impact environnemental qui, lui, est beaucoup moins connu. Je vous ai montré ces mortalités massives parfois de poissons, de crevettes, de toutes sortes d'organismes qui parfois sont sensibles soit aux toxines, soit à cause de l'hypoxie qui est associée à ces efflorescences. Donc ces conséquences sont beaucoup moins connues. Donc cette problématique, on adresse finalement plusieurs objectifs du développement durable. Donc j'ai mis ici l'objectif 2 par rapport à tout ce qui est accès à la nourriture, donc la faim dans le monde. L'objectif 3 pour tout ce qui est santé humaine, changement climatique, on a vu le lien. Évidemment l'objectif 14 du milieu marin. Et aussi cet objectif 17 de partenariat, parce qu'on a parlé d'union ce matin, c'est en ayant ces échanges, non seulement entre nous, donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très intéressant d'ailleurs, et donc encore merci, parce que déjà pendant le repas on a pu échanger, mais ça nécessite aussi un partenariat entre les différents pays, ceux qui ont soi-disant développé par rapport aux moins développés. Donc voilà, c'est un partenariat, c'est une problématique globale qui nécessite des échanges. Donc tout le monde est concerné, il n'y a pas de pays qui est épargné par les efflorescences algales. IOC UNESCO on a travaillé sur une évaluation de l'état global des efflorescences algales, donc le statut global, avec une publication qui a été publiée en 2021 sur le sujet, où on peut voir finalement, j'ai entouré la Méditerranée, on a 702 données, donc il y a une base de données qui est maintenue par la COI, 702 rapports de cas liés à des efflorescences. Donc ça, c'est évidemment uniquement les données qui sont rapportées. On sait très bien qu'il y a une sous-déclaration des cas d'intoxication, parce que très souvent, les médecins ne savent pas diagnostiquer les maladies. Certainement un sous-rapport aussi des phénomènes de toutes ces boxes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle un événement toxique. Ces épisodes sont rarement finalement déclarés. Donc en Méditerranée, on a 702. L'Europe 3500, donc c'est là qu'on a le plus de données. Et puis les données où on a le continent où on a le moins de données toujours, c'est l'Afrique. J'étais cette semaine il y a un projet interrégional qui démarre et c'est vrai que l'Afrique est encore très sous-représentée par rapport à d'autres régions du monde. Donc c'est important encore une fois de travailler ensemble, qu'il y ait une union et qu'on puisse avoir une meilleure idée finalement de la situation au niveau global, parce que les données sont essentielles, des données historiques, mais aussi les données à partir de maintenant pour pouvoir non seulement mieux comprendre les phénomènes, mais aussi mieux les prédire, mieux les prévenir si on a toute cette information scientifique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que le temps passe. Besoin évidemment de gérer, d'éviter que les produits de la mer soient contaminés. Donc il y a des niveaux qui sont établis de maximum qu'on ne peut pas dépasser avant de pouvoir mettre les produits sur le marché. Et ça, cette diapositive, je vais passer un petit peu de temps, puis peut-être que si, je ne sais pas où est-ce que j'en suis au niveau de la durée. Ah, bon. Donc, pour permettre finalement d'éviter des cas d'intoxication, permettre d'éviter d'avoir les produits de la mer qui atteignent le marché ou les assiettes, permettre de réduire, de mieux alerter, on va dire, les parties prenantes, de façon à essayer de réduire les effets et les conséquences des efflorescences algales. Il est essentiel, évidemment, la base, c'est d'avoir un suivi des produits de la mer.
Ça, c'est vraiment le minimum. Mais encore une fois, tous les pays n'ont pas de système de surveillance en place des produits de la mer. Faire un suivi aussi des environnements. Est-ce que des milieux côtiers, est-ce que les microalgues sont présentes? Est-ce que les toxines sont présentes dans les aliments? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nowcast en anglais, c'est-à-dire la surveillance aujourd'hui. Et ensuite, ce qui se développe le plus grâce aux données qui ont pu être accumulées, encore une fois, des données historiques et des données actuelles, en combinant les données historiques avec des données hydrogéographiques, atmosphériques, des données satellitaires, des modèles sont en développement de façon à mieux prédire non seulement l'occurrence de ces efflorescences, mais aussi comment, avec des modèles aussi de déplacement de particules, de voir comment est-ce que ces efflorescences vont se déplacer, de façon à prévenir les parties prenantes qui peuvent être donc les responsables de zones d'aquaculture, nous en tant que touristes, utilisateurs de zones de plage, les pêcheurs, etc. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les prévenir le plus en avance possible. Donc pour l'instant, on a à peu près 3 à 5 jours de délai qui est possible aujourd'hui avec les modèles qui sont développés et dans les zones où il y a eu suffisamment de recherche qui a été menée. Donc ça, c'est un travail qui était... On a eu des réunions d'experts et ça a été publié. Donc il y a un document qui a été publié par la FAO conjointement avec l'Agence internationale d'énergie atomique et IOC pour justement aider les pays à mettre en place ces systèmes d'alerte précoce et avoir des cartographies comme c'est ici le cas aux États-Unis. Donc il y a certains États qui ont ceci en place et donc suivant les besoins des parties prenantes, certains veulent juste rouge, vert, jaune, est-ce que je peux aller me baigner, pas me baigner, et puis d'autres ont besoin d'avoir des données plus fines et donc tout ceci est disponible pour certains États. Donc cette surveillance, donc j'ai mis quelques photos, on va aller vite. Donc surveillance des microalgues, donc on a développé un manuel technique très illustré aussi pour aider les pays et ceux qui décideraient de mettre en place ce type de surveillance. Tout simplement des filets à plancton qui peuvent être plus ou moins perfectionnés et ensuite on va au laboratoire et on compte les cellules. Quand il s'agit de microalgues benthiques, bon là c'est plus compliqué, il faut aller dans l'eau, aller chercher les échantillons et ensuite une fois qu'on arrive au laboratoire, on a tous des systèmes de tamis, de filtration et on va sous le microscope et on compte, on essaye d'identifier, donc ça demande évidemment de l'expertise, du temps, etc. J'ai été pas mal impliquée aussi quand je travaillais à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans des projets de transfert de technologie, de coopération technique. Encore une fois, c'est essentiel de façon à ce qu'il n'y ait pas de pays finalement qui n'ait pas ces capacités de protéger la population et de mieux comprendre ce qui se passe dans les environnements. Donc ça consiste évidemment des formations sur toute la partie échantillonnage, sur la partie extraction, analyse de données. Donc il y a de la chimie, il y a du terrain, il y a de l'équipement, apprendre à utiliser, à observer, à identifier, etc. Et de la recherche qui est aussi menée au laboratoire, donc illustration rapide aussi que de travaux qu'on a pu mener pour justement mieux comprendre. Donc ça c'est l'exemple à Cuba, donc une étudiante qui a fait une thèse sandwich avec notre laboratoire, donc, parce que Cuba, il y a beaucoup de cas de ciguatera, mais il n'y avait encore jamais eu finalement d'identification des espèces incriminées. Donc ça a consisté à aller prélever dans les environnements les microalgues, les amener, c'est à Monaco, donc au laboratoire de l'Agence internationale d'énergie atomique, qui est accueilli par le gouvernement de Monaco. Donc là aussi, je reviens sur la discussion de ce matin, où finalement il y a beaucoup de recherche qui est menée à Monaco, de par aussi cet autre laboratoire qui est présent, donc culture de cellules et ensuite identification avec des collaborateurs de l'IFREMER. Des travaux aussi d'écotoxicologie pure, où on essaie de comprendre finalement quel est le devenir des toxines chez les poissons pour mieux comprendre la cinétique d'accumulation, au bout de combien de temps les poissons vont être toxiques, ensuite de d'épuration pour voir s'il y a une zone toxique, combien de temps après finalement les produits de la mer vont être consommables. Donc on fait tout ça en milieu contrôlé, dans des aquariums où on a nourri des poissons avec des quantités connues de toxines présentes dans des microalgues. Donc tout ça, c'est basé sur des collaborations avec l'Institut Mallardais en Polynésie. Et donc ça requiert l'accès à du matériel biologique tel que là des Gambediscus polynesiensis. Et ensuite, tout ce travail qui a eu besoin de faire, d'analyse des toxines, en partenariat aussi avec l'IFREMER.
Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est travailler sur un laboratoire EcoSys sur le terrain. Donc, travail pour essayer de voir quels sont les micro-organismes qui sont présents. Et on essaie de relier comme le laboratoire EcoSys est fait de l'écologie, en fait, on essaie de relier l'état de santé des environnements. Et là, je vais m'arrêter là-dessus, l'état de santé des environnements avec la présence de ces microalgues. Et en fait, non, je ne m'arrête pas tout à fait là-dessus. Voici ma dernière la diapositive. En fait, c'est une diapositive qui est importante parce que je voudrais venir sur cette notion One Health, une seule santé. Toutes ces problématiques qu'on a discutées aujourd'hui, en fait, pendant très longtemps, on a été très anthropocentré, mais on voit bien, et même l'OMS maintenant intègre la santé des animaux, la santé de l'environnement. Et il y a eu ce rapport qui a été publié en 2022, donc je vous mets une illustration. Et ils ont rajouté maintenant aussi l'aspect sociétal. Et ça, je pense que c'est très important parce que l'aspect culturel, les sociétés, la façon dont on a tous des cultures et des façons de vivre différentes, c'est très important aussi d'en tenir compte pour mieux, non seulement pour réduire les effets, mais aussi pour mieux les gérer et tenir compte de toutes ces différences. Et cette fois-ci, je m'arrête vraiment là. Merci.